pendant l'écriture, je me suis posé la question, et je suis allé voir beaucoup de films américains pour voir comment ils ont traité l'histoire. Et vous constatez à la fin, en fait, en voyant, vraiment, j'ai vu une vingtaine de films, c'est jamais sur un truc de procès, c'est jamais sur un truc juridique, rarement. C'est souvent pour character revelation, comment révéler ton personnage, qui sont ces personnages. En fait, c'est à travers chaque procès qu'on épluche de plus en plus et on révèle l'essence de ces personnages. Je trouvais que ça marchait bien. En plus, je viens d'une famille, ma mère elle est avocate, et mes oncles sont tous des juges, 3 juges. Et mon oncle Mustapha, en fait, il fait partie du Supreme Court, conseil, comment on dit? Cour suprême. Cour suprême, ouais. Alors, j'étais élevé dans une famille qui traite, c'était le débat légitime à la maison, c'était toujours très très courant. Ma mère, elle a 80 ans, aujourd'hui elle est toujours avocate, elle va toujours au tribunal. D'ailleurs, elle a servi de conseillère juridique. Et c'est elle que je consultais souvent sur la crédibilité des choses. On a épluché des lois, on a sorti des lois. On était très différents dans notre approche de la légalité des choses parce que on est politiquement un peu différents. Elle est extrêmement de gauche, pro-palestinienne. Moi, je suis un peu moins. Et on a eu beaucoup de luttes, mais enfin de luttes agréables. Et à travers nos luttes, il y avait des scènes qui sortaient, qu'on les mettait, tout ça. Donc, c'était organique avec ma mère. Chaque fois qu'il y avait une loi qui défendait plus le palestinien, elle essayait de me pousser dans cette direction. Chaque fois qu'il y avait une loi qui défendait le chrétien, moi j'allais un peu plus dans cette question. La raison, je vous dis ça pour que ce soit un peu plus clair pour vous. J'étais élevé dans une famille très de gauche. Et juste accepter ce que je vous dis with a grain of salt. C'est pas chargé ce que je dis, je vous dis un fait. Mes parents sont très pro-palestiniens. Donc, dans les années 70, il y avait une vague qui continue même jusqu'à maintenant, où le monde était très adhérent aux Palestiniens, même en Europe, en France, il y avait beaucoup de mouvements qui ont été ça. On a fait la guerre, mes parents étaient très très militants pendant la guerre. Ils n'ont pas porté des armées, mais ils ont géré la radio de gauche, qui était la représentative de le groupe de gauche. Vous savez, il y avait la guerre civile au Liban, c'était au départ, musulmans et chrétiens. En grande partie, les chrétiens, on les considérait, c'est très chargé ce mot, mais j'essaie de simplifier les choses, on les considérait de droite. Et la gauche pro-palestinienne était plutôt musulmane. Je viens d'une famille d'origine musulmane très laïque, mais le camp chrétien de Tony, c'était notre nemesis. C'était, la guerre a commencé en 1975, j'avais 12 ans, donc c'était le plus grand ennemi dans ma famille. Et Béchir Gemayel, qui était le fondateur du parti, quand il était tué, on a célébré. J'ai épousé la scénariste beaucoup plus tard, et elle vient du camp chrétien. Elle a été élevée dans le village du fondateur. Et elle a été élevée exactement dans le camp opposé. Elle vient d'une famille, je ne veux pas dire de droite, mais très sympathisant avec les phalanges. La droite que vous voyez, le parti politique qu'on voit au départ. Donc, quand on a commencé à écrire, il y a 2 ans, on avait décidé d'inverser les rôles. On s'est dit, moi je vais écrire toutes les scènes de l'avocat qui défend le chrétien, et Joël va écrire les scènes de l'avocate qui défend le palestinien. Donc on a renversé les rôles parce que ça nous permettait d'avoir peut-être de l'empathie pour l'autre, parce qu'on évolue. J'ai quitté Beyrouth en 83, je me suis installé à Los Angeles pendant 18 ans. Je pense avec un peu d'espace, un peu de temps, on regarde les choses différemment. On est curieux de voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Et d'ailleurs, un sujet peut-être, alors avant de donner la parole, peut-être un dernier point qui est intéressant dans ton parcours, parce que tu as eu la chance de... Donc tu es parti à Los Angeles, tu as fait des études là-bas, etc. Et donc tu as bossé avec Quentin Tarantino. Et sur quel film tu avais bossé avec lui? J'ai fait ces 5 premiers films. J'ai fait en Reservoir Dogs, ensuite Pulp Fiction, ensuite un film qui n'a pas été très connu qui s'appelle Four Rooms, qui était réalisé par 4 différents réalisateurs. Ensuite, j'ai fait Une nuit en enfer, Dusk Till Dawn, ça s'appelle en anglais. Ensuite, Jackie Brown. Et après, j'ai décidé de... Et après, tu as fait ton premier film. Ouais, Western. Mais j'étais assistant caméra, en fait. J'étais assistant caméra et cadreur. C'est ce que, en fait, j'ai eu ma licence à l'université en directeur de photo. C'était là où je m'orientais. Et
97, j'avais décidé que j'avais envie d'essayer storytelling. Donc, j'ai pris des classes seul pour l'écriture de scénario et je me suis lancé dans cette avenue. Mais c'était une très très bonne école. C'était une aventure. On peut parler pendant des heures, j'ai plein de choses. Mais non, mais c'est je te couperai si t'es trop long, t'inquiète pas. Non, pas du tout. Moi, je suis pour vous, on peut passer tant qu'on veut, il n'y a aucun souci. Ça me fait plaisir. Bonsoir, merci pour le film. Vous êtes libanais en fait? Je suis libanais d'origine. D'accord. En fait, moi j'ai adoré le film parce que il montre toute la complexité de ce qui se passe au Liban aujourd'hui et dans le passé, parce qu'on remonte à la guerre civile, 75, etc. Il y a le massacre d'Armoud. Bon, il y a plein de très très bonnes idées, je trouve, dans ce film, et notamment au procès où justement l'avocat lutte contre sa propre fille, en fait. Et c'est comme une espèce de symbole du Liban. C'est-à-dire, à l'intérieur des familles, il y a un conflit. Et je dirais pas seulement un conflit, moi je dirais plusieurs conflits. Enfin, c'est très... Voilà, donc bravo, parce que c'est très difficile de comprendre ce qui se passe là-bas, disons pour un Parisien ou pour un Français. Mais je pense, si je peux vous poser la question, une question très sincère, parce que je suis très curieux, oui. C'était clair pour vous en grande partie, je pense. Ouais. Peut-être il y a quelques détails qui vous ont manqué, mais est-ce que c'était ambigu? Je pense pas. Joël et moi, on était extrêmement rigoureux dans l'écriture, de sorte qu'on ne vous noie pas, que ce soit en français, en américain ou martien, qu'on ne se noie pas dans les détails que vous n'allez pas comprendre. On a choisi une trame qui était très simple, à la recherche de la dignité, au fait. C'est quelqu'un qui cherche la justice. Il y a quelques détails que peut-être vous allez... C'est qui Béchir Jouayel? C'est qui Samir Jarjar? C'est quoi la problématique palestinienne? On touche ça un tout petit peu, mais je ne voulais pas en faire trop, parce que c'était pas fait pour ça, en fait. Merci pour le film. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être venu ici. Merci. Alors, moi c'est drôle parce que un des premiers souvenirs que j'ai de Beyrouth, c'est de me prendre de l'eau en passant sous un balcon. Ouais. Et moi j'ai pas insulté la personne, mais heureusement d'ailleurs, sûrement. Et ce que je trouve assez amusant, enfin c'est pas très drôle, mais plus comment est amené le film, c'est-à-dire que toutes ces choses-là, j'ai l'impression qu'on peut les sentir quand on va au Liban, même à Beyrouth, etc. Parce que d'autant plus à Beyrouth, parce que vraiment d'un quartier à l'autre, les communautés sont restées les mêmes, etc. Et par ailleurs, il n'y a pas eu de réconciliation nationale particulièrement, comme ça peut être fait pour d'autres conflits, etc. Et j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu beaucoup de films qui ont vraiment été faits sur cette question-là pour le Liban. Enfin, après, je n'ai pas assez connaissance pour en parler, mais... Et je voulais savoir, je ne sais pas si le film est déjà sorti au Liban, mais qu'est-ce que vous pensez que sera est-ce que ce sera... Enfin, comment ce sera reçu? Et puis surtout, je ne savais même pas qu'on pouvait faire un film comme ça aujourd'hui, en allant aussi loin, en tout cas dans cette problématique. Regarde, bonne question, je vais essayer de vous répondre sans entrer trop dans la polémique, parce qu'il y a eu une énorme polémique sur le film. Le film il est sorti au Liban le 14 septembre 2017, et c'est le numéro 1 au guichet jusqu'à maintenant. Donc ça a extrêmement bien marché, malgré qu'il y a eu un boycott énorme contre le film, avec une campagne très très virulente. C'est les mêmes personnes d'ailleurs qui ont interdit le film de Spielberg, Washington Papers, hier. C'est eux-mêmes qui ont empêché le film. Ils ont essayé de nous empêcher de faire le film. Regarde, je vais t'expliquer une chose. J'essaie toujours de vous simplifier les trucs pour ne pas vous noyer trop dans la politique. Et encore une fois, les amis, quand je parle de cette histoire, c'est pas pour charger. Le Moyen-Orient est très chargé. On est dans la langue de bois, les slogans, oh là là, ça se termine pas. J'essaie toujours de prendre des choses un peu plus simples. Comme ça devient plus compréhensible. Il y a une tendance, je vous parle très personnel. Il y a peut-être quelqu'un ici qui va pas du tout être d'accord, mais moi je dis ma vérité. Je ne parle pas de la vérité absolue. Moi, tout ça, c'est de mon point de vue. Mais il y a une tendance au Moyen-Orient, dans le pays arabe, mais énorme, d'être extrêmement pro-palestinien. Donc, cette vague, elle est énormément protectrice des Palestiniens. Les chrétiens qui, pendant la guerre, se sont alliés contre les Palestiniens parce qu'ils se sentaient menacés. Ils avaient
collaboré avec les Israéliens pour chasser l'OLP de 1975 jusqu'à 1981. C'était une guerre très sanglante, c'était la guerre civile. Okay, on en parlait tout le temps, dans la presse française, tout ça. Mais c'était quand même, la guerre est finie en 90, ni gagnant ni gagné, mais les chrétiens ont été énormément stigmatisés, mais énorme, surtout les partis politiques, parce qu'ils étaient accusés d'avoir commis le péché, la trahison absolue, les collabos, okay? Parce qu'ils ont été alliés avec l'Israël. Juste pour vous, que vous le sachiez, c'est comme dire en français, t'es vichiste. C'est exactement la même chose, t'es nazi. Okay? Ils ont été extrêmement stigmatisés, mis en prison, tout ça, et c'est devenu l'habitude, on s'habitue, et moi je viens du camp opposé. Je venais du camp opposé, attention, je ne viens pas du camp chrétien du tout. Et on s'habitue à cette manière de laisser les choses. C'est le premier film qui tourne la pierre. Quand je voulais parler du point de vue du chrétien, j'étais curieux de savoir ce massacre d'amour. Okay? En 1976, quand le massacre, j'avais 13 ans. Et on a célébré dans ma famille. Parce que j'étais petit, on ne se rappelle pas beaucoup, mais c'était... Quand on dit célébrer, c'est pas jeter champagne, c'est dit, il le mérite. Et ça se passe, et le temps passe, et on voyage, et on vit, et on grandit, et on tout ça. Et après des années, j'ai voulu un petit peu comprendre l'autre côté, pas nécessairement d'amour, mais l'autre point de vue. Le point de vue que j'ai haï toute ma vie. Et petit à petit, tu commences à éplucher des choses, et tu commences à constater des choses. Quand on a fait le film, les amis, je vous assure, on était quasiment 99% sûr que le film ne se ferait pas, ne sortira pas à Beyrouth. Impossible. No way. On savait que c'était une guerre perdue dans le monde arabe. No way, that's it. On le savait parce qu'on touche à un sujet qui est très sensible. C'est ce genre de choses qui peut s'appliquer dans beaucoup de pays. Peut-être aujourd'hui en France, tu peux faire ce que tu veux, mais il reste des moments durs dans la société. Donc le film, on l'a présenté au pays, au bureau de la censure, il y a 4-5 mois. Et j'étais en plein tournage de Baron Noir, la saison 2 à Bordeaux. Et je vous assure, pendant 3 mois, je quittais le plateau, je donnais à mon assistante règle un petit peu, et je sortais pour parler avec les responsables à Beyrouth, parce qu'ils étaient très nerveux. C'est eux qui donnent le tampon. Au Liban, il y a un bureau de censure. Un film ne peut pas sortir sans bureau de censure. Et pendant 3 mois, j'ai un producteur libanais qui est le patron de la banque Société Générale, donc on était assez puissant, c'est le patron de la banque, quand même, qui est le propriétaire de la banque Société Générale Beyrouth. Donc on était assez bétonné parce qu'il avait beaucoup d'influence, mais la résistance était incroyable. Donc on a fait passer 1 fois, 2 fois, et les membres du bureau de censure, ils l'ont visionné 4-5 fois. Et chaque fois, c'était clair. Finalement, ils ont dit, ok, techniquement, on ne peut pas être contre le film, puisqu'il dit la vérité. Mais on va le faire montrer à un comité. C'est quoi le comité? J'ai jamais entendu parler de quelque chose de comité. Et ils ont dit, écoute, le comité, c'est 12 membres de la société civile. Un peu de la gauche, un peu de la droite, un peu un religieux, un imam, un prêtre, je ne sais pas, un ministre, le machin, le milieu. Comme ça, le gouvernement sait que si le film sort en salle, et il y a des émeutes où il y a beaucoup de protestations, le gouvernement dit, moi, ce n'est pas mon problème, nous, on a confié le film au comité, et le comité, c'est la société civile. C'était juste une manière de se protéger, parce que bizarrement, le gouvernement se protège de ce qu'on va dire dans les rues. C'est assez particulier. Après 6 projections aux 12 membres, pendant ce temps, il y a un groupe, je vous le dis, malheureusement, c'est un groupe de gauche, qui ont mené une campagne virulente pour interdire le film. Mais ils ne pouvaient pas l'interdire parce qu'il est légitime. Donc ils ont ouvert mon ancien dossier de 5 ans, quand j'ai fait un film qui s'appelle L'Attentat. Et j'avais enfreint la loi, j'avais violé la loi libanaise d'aller en Israël et tourner. C'était illégal. Donc ils ont ouvert les anciens dossiers. Après beaucoup de négociations, on a le tampon vert, le film sort. Et ça, je peux vous dire, c'est ce que j'ai expliqué à Guillaume, le film est sorti dans tout le Liban et les salles qui sont dans les quartiers chrétiens étaient complètes et les salles dans les quartiers musulmans étaient vides. Donc c'est chargé pour répondre à ta question. C'est comme ça, ça fait remuer des trucs. Mais bon, on continue. C'est assez incroyable en fait cette mise en abîme, puisque le sujet que tu traites dans le film
la réconciliation, etc. On voit toutes les difficultés dans la vraie vie, en fait, sur le montage même de ton film. Il y a un écho qui est assez incroyable entre la fabrication du film et ce que toi, tu veux dire dans le film. Regarde, c'est une histoire qui a commencé dans ma conscience il y a très très longtemps. Elle a été instigée, elle a été déclenchée par cet incident anodin quand j'étais en train d'arroser mes plantes. Mais au fur et à mesure où j'étais en train de prendre des notes et d'écrire, c'est comme, vous savez, l'écriture c'est comme il y a ce que tu écris et il y a cette voix comme un pivert accroché dans ta nuque qui continue constamment à te marteler de derrière. C'est comme ce nuage invisible qu'on traîne derrière nous qui vous parle. Et j'avais été... Les gros théories, c'est quelque chose que j'ai jamais été bien. La grande philosophie. J'ai toujours parlé des moments dans ma vie qui sont très empiriques, qui sont très personnels, de ma vie personnelle. Quand tu grandis dans une guerre, on subit des injustices, que ce soit être arrêté à des barrages, que ce soit on m'a confisqué, les miliciens entraient, vide ta maison, mon père était arrêté, on jetait le pain, de tous les côtés, hein, que ce soit chrétiens ou musulmans ou palestiniens ou israéliens, on était occupés par tout le monde. Et quand on était petit et on grandit, et ton père t'emmène à l'école, mais t'es arrêté et t'arrives en retard, c'est au quotidien, c'est day in, day out, pendant des années. La question que je me posais, que je disais à mes parents, et maintenant je me rappelle, c'est pas avant, c'est maintenant en élaborant ces 2, 3, 4 dernières semaines que je commence à essayer de donner des réponses parce que les journalistes me posent beaucoup cette question. C'est le sentiment, je disais à ma mère, c'est-à-dire, c'est pas juste. Pourquoi? Un enfant ne réagit pas comme nous, adultes. Un enfant, il marche, tu viens, et tu as envie d'acheter quelque chose, et ta mère te dit, on peut pas parce que c'est très cher, parce qu'il y a la guerre. C'est plein de petits détails. Et le sentiment de l'injustice vient des choses très banales. Ce n'est pas les grandes philosophies. Je pense, quelque part, c'est un thème que je tiens beaucoup à ça, d'être fair, to be fair, être juste. Le personnage de Tony, c'est quelqu'un qui sent qu'il y a une injustice qui a été commise contre lui et il a la revendication de la justice. C'est ni la vengeance ni rien, c'est que he has to get his rights back. C'est pour ça aujourd'hui, ça m'affecte beaucoup ces histoires. Il y a plein de choses, j'ai plein de défauts et plein de failles, mais il y a des trucs qu'on tient vraiment. Je pense que l'inconscient, c'est ce qui me touchait beaucoup. C'est pour ça que je dis parfois que c'est peut-être un peu autobiographique, je ne sais pas, mais c'est très personnel, cette manière de traiter cette histoire. Mais écoutez, j'ai fait un film que je voulais qu'il soit très optimiste. Attention, moi je ne voulais pas avoir une tragédie. Je voulais faire un film qui donne beaucoup d'espoir à la fin. Parce que je suis quelqu'un qui est extrêmement... que je suis très optimiste, j'ai beaucoup d'espoir. Je voulais que ça se termine sur une note conciliatoire, parce que je pensais que dramatiquement, l'histoire marchait plus. Enfin, quand on a terminé le scénario, la question qu'on s'est posée le plus, Joël et moi, est-ce que le verdict final doit être coupable ou non coupable? Et on a passé 4 mois après la fin de l'histoire à faire ce débat. Et ça n'aurait rien changé à l'histoire, parce que tout tenait jusqu'à la fin. C'est le dernier mot du film, guilty or not guilty. Ma mère m'a dit que dans la loi libanaise, un juge a le droit d'aller dans n'importe quelle direction. Il peut accuser les deux, il peut acquitter les deux, il peut, avec sursis, le juge a la totale liberté. Donc on pouvait aller dans n'importe quel sens. Et on fait ce débat. Il fallait juste prendre la décision, guilty or not guilty. Finalement, on a trouvé que c'était beaucoup plus fort que le Palestinien acquitté, pour la simple raison, c'est que Tony, il a reçu son excuse 2-3 scènes avant. Et au moment où la juge prononce le verdict, Tony, il est serein. Et j'avais dit à l'acteur, Arad, j'ai dit, écoute, je vais faire un plan sur toi, et c'est un secret entre toi et toi-même. Tu es OK avec cette décision, tu as eu ce que tu avais. Et en plus, l'avocate qui a challengé son père, elle est contente de cette décision. Elle a gagné contre un très grand avocat, qui est son père, mais quand même, tu as fait ton père perdre. Donc, c'était un petit peu dans cette direction qu'on voulait le faire. Et d'ailleurs, le juge, il a pris sa décision, la juge, elle a pris sa décision basée pas sur les éléments qui ont été donnés. Les deux arguments étaient tellement forts,
elle est venue à la fin, elle a dit on était obligé de prendre la décision basée sur comment ce problème a commencé. La gouttière, finalement, si on parle d'un point pur juridique, c'est Tony qui a l'infraction, c'est pas Yasser. C'est Tony qui a... Le problème a commencé quand Tony a cassé ce tuyau, alors que l'autre, il essayait de le réparer. Donc ils étaient obligés de prendre la décision qui a bouleversé tout le pays, mais basée sur un incident tellement banal qui est la gouttière. Mais je vous assure, on a pensé 4 mois à ça pour trouver. Et je pense que c'était la manière de le faire. Qui veut prendre la parole? Personne? J'ai juste une question en fait. Pourquoi est-ce que. Pour quelle raison est-ce que les musulmans du coup là-bas, est-ce qu'ils ont boycotté le film? Parce qu'il y a une tendance des musulmans de s'allier plus aux Palestiniens. Ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça ou tous les chrétiens sont opposés, c'est pas ça. C'est qu'il y a eu un mouvement, c'est comme ça. La plupart des musulmans sont sympathisants, tels que sont mes parents, aux Palestiniens. Et là, on est en train de dire quelque chose qui dit que oui, les Palestiniens ont subi, mais vous avez aussi causé des malheurs aux autres. C'est ça ce qui était le sujet, le point chaud, que vous n'êtes pas les seuls. Je voulais vous dire que l'équipe avec laquelle j'ai tourné l'insulte, c'est la même équipe de Baron Noir. Je les ai emmenés avec moi. J'ai commencé à travailler avec Tommaso, le chef op, sur l'attentat. Ensuite, je l'ai pris avec moi pour faire Baron Noir. Et on a fait l'insulte ensemble. Et on est revenu, on a fait Baron Noir. Donc je remène cette équipe française qui est formidable. C'est très, très, très cool. Oui. Mais d'ailleurs, peut-être, excuse-moi juste avant de donner la parole, en complément de la question du jeune homme, peut-être aussi une anecdote que tu m'as racontée, je pense qu'elle est très importante, qui explique aussi notamment le boycott dont tu es victime. C'est la mésaventure qui t'est arrivée à la suite du tournage de l'attentat. Ouais. Puisque donc déjà, moi j'ai appris quelque chose d'assez, je vais te laisser le raconter, mais qui est assez incroyable, parce que tu as fait quelque chose d'illégal, qui est contre la loi libanaise, et qui est... On n'a pas le droit, comme citoyen libanais, de travailler avec un Israélien. Enfin, techniquement, même la loi 285, elle était extrêmement catégorique. On n'a pas le droit d'avoir aucun contact. Même, je n'ai pas le droit d'aller sur une radio ou un journal, être interviewé par un journaliste israélien. Donc, mais moi, je m'en foutais. J'avais un passeport américain et je suis rentré à Tel Aviv en 2012. Tu as tourné le film L'attentat on a tourné en Israël. Exactement, avec une équipe israélienne. Et quand je suis revenu, je l'ai annoncé. Je ne voulais pas le cacher. Parce que j'ai subi une super expérience. Et l'équipe israélienne était super. Ils ont travaillé comme des fous. Ils étaient très, très dédiés au film. Je ne vais pas nier, juste parce que c'est un tabou back home. Et quand je suis rentré, il y a eu une campagne très, très vicieuse. Et actuellement, ils ont réussi à interdire le film dans 22 pays. L'attentat n'a jamais vu la lumière au Moyen-Orient. Il était partout. Il a très bien marché en France. Il était vendu partout, sauf dans les pays arabes. Donc, l'insulte, il y a eu aussi cette attaque de nouveau. Et quand l'État libanais a donné le feu vert, quand on a nominé aux Oscars, et c'était l'État libanais qui a fait aux Oscars, ce groupe, bizarrement, c'est un groupe qui est géré par un Français. Ils ont fait une délation et on m'a arrêté le 10 septembre 2017. Non, ça marche. Il faut que je l'approche un peu plus. C'est bien? Ok. Donc, j'ai été arrêté à l'aéroport et le 10 septembre et je suis sorti le lendemain parce que le juge, il ne pouvait pas contourner la loi. La loi, elle était béton. Il n'y a même pas une crevasse qu'on peut pénétrer dans cette loi. Elle était catégorique, mais le juge d'instruction militaire, c'est un juge militaire, il était brillant. Il ne voulait pas de cette histoire. Il ne voulait pas arrêter un citoyen français, parce que j'ai aussi la nationalité française. Surtout que la semaine de septembre, l'armée libanaise combattait Daesh à Liban-Est, et c'était une guerre très très dangereuse qu'il le gagnait avec l'aide des services de renseignement français. Donc, arrêter un citoyen libanais, parce qu'il y a 5 ans, mettre une caméra à Tel Aviv, ça aurait été un embarras pour le gouvernement libanais. Je me souviens quand j'étais devant lui, sans avocat, on n'a pas le droit d'un avocat. Il écrivait le rapport qui a duré 3 heures d'interrogation, mais quelque part, il ne voulait pas de cette arrestation. Et il a trouvé la bonne solution pour m'en sortir. Prescription. Too much time.
Voilà. Je pense que j'ai jamais vu c'est le juge le plus puissant au Liban qui ne gère que les affaires de sécurité nationale et il était content que j'étais parti. Franchement. Oui. Mais on peut parler de politique beaucoup, mais je ne sais pas si c'est intéressant, c'est pas très intéressant. C'est que j'essaie d'éviter la publicité négative, mais bon, allez-y. Moi, c'est une question pour ouvrir un peu le... Et ce que vous dites, en fait, c'est directement, ça va dans la question que je voulais vous poser il y a quelques minutes. Le film, comme vous dites, est relativement optimiste parce que on comprend la vérité de chacun des protagonistes, on comprend pourquoi il agit comme ça, et c'est assez humain. Enfin, il y a un côté très humain. Bon, ça, c'est le constat. Donc maintenant, là, pour ouvrir, quid du reste? Est-ce que vous êtes optimiste par rapport au Liban, par rapport à ce qui se passe depuis quelques années? Et voilà quoi. Regarde, est-ce que je suis optimiste par rapport au Liban? Je pense effectivement, il coupe. On est en train de passer une période très très difficile. On est en train de passer par une période extrêmement difficile en ce moment parce que il y a des courants politiques qui représentent l'Iran, d'autres partis politiques qui représentent l'Arabie Saoudite. Et vous savez, ça passe pas très bien entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. C'est toujours le Liban qui paye le prix. Il faut juste que vous sachiez, toutes les guerres qui se sont arrivées au Liban, c'était la guerre des autres. Et c'est juste parce que le Liban est dans sa structure fragile, tout le monde... Il n'y aura jamais une bombe entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Ça sera toujours vers nous. Quand les Israéliens et les Syriens se battaient, c'était chez nous. Donc c'est un pays qui est toujours un peu fragile. Donc est-ce qu'il y a de l'espoir? Moi, personnellement, j'ai de l'espoir dans ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Mais dans le pays, je pense qu'on est un peu dans la merde en ce moment. Et il y a une chasse aux sorcières énorme en ce moment. Énorme, c'est très très triste. Le Liban, dans les années 70, les années 80 même, était un pays très libre. Il y avait une liberté de pensée incroyable. J'ai grandi dedans. Les journalistes venaient de partout. C'était un melting pot incroyable. C'est toujours comme ça, mais il y a aujourd'hui une chasse aux sorcières. Malheureusement, et je vous le dis, c'est par la gauche qui le mène. Une gauche très fasciste, qui sont catégoriques, qui s'allient à tel et tel. Mais, en fin de compte, regarde, je suis très attaché au Liban parce que j'ai connu mon enfance là-bas. J'ai été élevé, mes parents sont là-bas, des amis sont là-bas. Donc, certainement, le Liban est un pays extrêmement chaleureux. Je ne sais pas si vous étiez, c'est un pays terriblement chaleureux. Vraiment, les gens sont de très très bons vivants. C'est pas comme les Syriens ou les Jordaniens ou les Palestiniens qui sont toujours, ou les Algériens qui ont une manière un tout petit peu triste de voir les choses. Le Libanais, c'est un très très bon vivant. Aussi grâce que 50% de la population est chrétienne. Donc, c'est un pays particulier. Optimiste, moi je le suis. J'arrive à continuer à faire ce que je veux, donc c'est comme ça qu'il faut faire la vie, hein, tu vois. Oui, il faut compter sur soi-même. Oui, mademoiselle. Bonsoir. Merci pour ce film. Merci. J'avais une question au sujet des acteurs. La Joie, nomination meilleur acteur, je me demandais qui était... Enfin, peut-être que je m'imaginais. C'est un prix. Et oui, et comment vous avez été amené à choisir les acteurs avec qui vous avez... Quand je suis arrivé à Beyrouth, je n'avais pas passé du temps là-bas pendant très longtemps. Donc il y a toute cette nouvelle génération d'acteurs que je n'étais pas du tout familier avec. Le mec à droite, Tony, le chrétien, est une star énorme. Mais c'est la plus grande star alors que je ne savais pas de lui. Je ne connaissais pas, il a un talk show qui est très 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 beau. 2 millions de followers, il a sur Internet, énorme. Moi, il m'arrive, la directrice de casting me dit, Adel Khan, je dis c'est qui Adel Khan? Elle a dit, bon, rencontre-le, il est très installé. Il fait de la comédie, mais je pense qu'il a beaucoup de talent. Et effectivement, j'étais un peu nerveux parce qu'il était insaisissable. C'est comme du mercure. Vous savez, il y a des acteurs qui sont cérébraux. On a besoin d'analyser, de leur montrer, de leur parler, de construire un background de ce personnage. Adel, comme Kadmerad, exactement. On ne se fait pas chier. Juste dis-moi ce que tu veux. Tu veux que je pleure? Action, il pleure. Regarde à gauche, regarde à droite. Sois un peu moins. C'est des gens qui ne travaillent pas du tout dans l'analyse. Ils ne savent pas. Ils n'ont pas la concentration. Ils n'ont pas la patience. Ils veulent faire le plan et ne plus penser.
il y a des gens qui sont beaucoup plus analytiques, comme le Palestinien. Mais le Palestinien n'a jamais fait de cinéma, c'est son premier film. C'est un mec qui n'a fait que du petit théâtre à Jérusalem. Et je l'ai casté sur Skype. Parce qu'il habitait à Jérusalem. Et c'est illégal, encore une fois, d'aller à Jérusalem. Je ne voulais pas me faire chier, encore une fois, avec le gouvernement. Faire un casting. Donc, il fallait trouver un Palestinien avec l'accent, tout ça. Et j'ai commencé à faire du casting sur Skype. Voilà, j'étais à Beyrouth, j'étais à Paris. Et on appelait, finalement, j'ai lu pendant des jours, enfin pendant des heures avec lui. Et j'ai pris le risque. Quand il est arrivé à Beyrouth, on lui a fait des permis spéciaux, tout ça, il était un peu théâtral, parce qu'il ne fait que du théâtre. Donc il fallait énormément le casser. C'est-à-dire, il ne sait pas le cinéma. Tu sais, le théâtre, c'est des grands gestes, tout ça. Donc il fallait un petit peu le réduire. Et c'était une très, très belle récompense quand il a gagné le prix à Venise. C'est lui qui l'a gagné. C'était magnifique. D'ailleurs, Annette Bening, qui était la présidente du jury, je suis allé avec, pour qu'il le reçoive, je l'ai accompagné. Annette, elle m'avait dit, il y avait une unanimité du jury à Venise de donner le prix meilleure interprétation masculine aux 3 acteurs masculins, c'est-à-dire Adel Tony et l'avocat, Camille Salim, qui joue Wajdi. Et ils étaient très satisfaits de cette décision parce qu'ils pensaient que c'est les 3 rôles quasiment ex aequo et chacun a sa couleur. Ils sont partis chez Barbera, qui est le directeur du festival, ils lui ont dit on n'a jamais décerné un prix à plus qu'une personne. Donc il fallait choisir et ils ont choisi le Palestinien. Et c'était une très très belle récompense pour un mec qui vient vraiment de nowhere. Tu ne peux pas t'imaginer à quel point nowhere. D'ailleurs, quand je l'ai appelé, j'étais à Paris, je lui ai dit, écoutez cette histoire, je lui ai dit Kamel Mabrouk en arabe. Mabrouk, c'est félicitations. Il m'a dit de quoi tu dis, tu viens de gagner un prix. Il m'a dit l'Ahwa. J'ai dit, je te promets, tu as gagné. Il m'a dit, tu parles de quoi? J'ai dit, qu'est-ce que tu parles de quoi? Tu as gagné à Venise. Et il a commencé à pleurer. Je lui ai dit, mais il faut que tu prennes l'avion parce qu'on t'annonce un jour avant. Et c'était samedi, il fallait être dimanche. Quand moi j'ai reçu la nouvelle, c'était 10h le soir. Étant palestinien, il n'a pas de visa pour rentrer en Italie. Il est juste, you go in and you go out. Jean Bréa, le producteur du film, Julie Gaillet, qui est la coproductrice du film, ils sont entrés et ils ont contacté le ministre de l'Intérieur français. Ils lui ont demandé, le ministre de l'Intérieur français a contacté son homologue italien, qui ont contacté l'ambassadeur à Jérusalem. À 1h le matin, on lui a ouvert la porte pour lui donner le visa. Et il a couru à l'aéroport. Et il a pris l'avion de Tel Aviv à Venise pour venir voir le... Oh, je vous assure, c'était à quelques minutes près. À un certain moment, on a dit il ne va pas pouvoir le faire. C'est pour ça que, en fait, j'ai acheté un billet pour l'accompagner. Je dis au cas où il ne peut pas venir. Et quand l'avion a atterri, on ne l'a pas trouvé. Et c'était incroyable. Il y avait la voiture des policiers qui l'attendaient à l'aéroport pour l'accompagner. Et l'avion atterri, il n'était pas là. Il avait pris un autre avion. Et il est allé à Paris. Il a fait Venise après. Il est arrivé 2-3 heures avant la remise des prix. C'était très très beau pour lui. Vraiment, j'étais très très touché pour lui. Très très beau prix. Malheureusement, il n'a pas pu le montrer à son peuple. On peut... Tu vois pourquoi? Hein? Parce qu'il y a eu ce boycott. Ils ont interdit le film en Palestine, malheureusement. Parce que les conneries, toujours des conneries. Mais d'ailleurs, moi j'avais pas une petite question perso par rapport à ton cinéma. On est évidemment très éloigné de l'univers de Tarantino, en tout cas sur le scénario. Mais est-ce que dans ta manière de filmer, enfin, qu'est-ce que tu as tiré de tout ça dans ta manière de filmer, justement? Regarde, quand on a fait Pulp Fiction, j'étais le premier assistant caméra et je sais qu'on avait utilisé les Steadicam extensivement. C'était un outil, pour que vous le sachiez, pour ceux qui ne le savent pas, le Steadicam, c'est un mécanisme que le cadre porte sur son corps avec un bras mécanique et on met la caméra et tu peux bouger et la caméra reste très stable. Elle ne fait pas ça. C'est pas à l'épaule. C'est un mouvement qui stabilise l'image. Et les Américains l'utilisent depuis très très longtemps, depuis les années 70. Et j'avais trouvé que c'était un outil formidable et Tarantino l'a très très bien utilisé. Mais ça c'est juste une chose. Quand aujourd'hui je pense, ce n'est pas la manière de filmer
particulièrement, ou bien la manière de raconter son histoire. Notre cinéma est vachement différent. Mais quand on me pose, parce que c'est la question qu'on me pose le plus, c'est incontestable. Tarantino a quelque chose que j'ai grandi avec lui, pendant 10 ans, 7 ans. C'est sa compulsion. C'est-à-dire, les personnages dans son film sont compulsifs. Ils sont très, très déterminés. Et lui, Tarantino lui-même, sur un plateau, est très compulsif. C'est-à-dire, il vit dans un enthousiasme incroyable. Et il ne fait que ça. Il respire ça, il ne parle que de ça. Il est très excentrique et très généreux dans sa manière de faire les choses. Certainement, quand tu travailles pendant très longtemps avec lui, il faisait 1 fois par semaine des projections dans sa maison. Il est propriétaire de 500 films en 35 mm. Donc 1 fois par semaine, une vingtaine d'équipes, on allait chez lui voir un film. Il projetait plein de films. Il y avait les pop-corn, il y avait tout ça chez lui. Donc, c'est un mec qui est très... Tu sais, en descendant, les gens en haut ne me voient pas, excusez-moi. En travaillant avec lui, quelque part, ça te libère. Tu te dis, he did it, parce qu'il a une si grande enthousiasme du processus de la fabrication du film. Il est très enthousiaste. Donc, qu'est-ce que ça te fait chez toi? On n'a pas du tout le même cinéma, on n'a pas du tout les mêmes dialogues, mais c'est comme s'il te casse une brique à l'intérieur de toi et tu te lâches. And you become compulsive. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas si je suis exprimé parce que c'est vrai ce que je dis, mais ce n'est pas très clair. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'enthousiasme dans le film et certainement ça touche les gens autour de lui. Voilà, c'est très bonne école. Est-ce que quelqu'un veut poser une question, peut-être une dernière question? Oui. Si. Bonsoir. Donc, pour la dernière question, donc justement, moi je fais partie de ces personnes qui peut-être connaissent beaucoup la cause palestinienne parce que bon, il y a beaucoup de choses qui sont dites dessus, et notamment par contre le Liban est quelque chose peut-être de moins connu. Et en matière de cinéma, quand on parle du Liban, le seul film qui me vient en tête, c'est le film de 2009, Incendie, qui parle donc de cette guerre entre les chrétiens et les musulmans. Et quand je vois votre film, et que donc le fait avec le film Incendie, et puis que dernièrement il y a aussi un réalisateur, par exemple égyptien, qui avait fait donc un truc sur le Caire, notamment, magnifique. Voilà, le Caire confidentiel, notamment justement sur la chute de Moubarak, l'Égypte. Je voulais savoir justement, vu que vous avez expliqué beaucoup de choses là sur le Moyen-Orient, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le cinéma? Est-ce que vous considérez que vous avez fait un film qui s'apparente à un cinéma du Moyen-Orient? Et est-ce que vous pensez que le cinéma du Moyen-Orient peut parler du monde actuel? Franchement, je préfère ne pas être casé. Tu vois ce que je veux dire? Certainement, je puise des histoires du Moyen-Orient parce qu'il y a tellement d'histoires à faire. C'est une région avec beaucoup de conflits et le cinéma aime le conflit. Il y a plein de conflits. Mais je ne me case pas. Je me dis, regarde, j'ai fait une série qui n'a rien à faire avec le Liban. Baron Noir. Il n'y a pas plus français que Baron Noir. Même les écrivains, ils ont passé 4 mois à m'expliquer qu'est-ce qui se passait dans les textes, à quel point c'était compliqué. Franchement, quand on m'a donné le pilote, et j'ai commencé à lire, j'ai dit, what the fuck is going on? Je ne comprends rien de ce qui se passe. Je savais qu'il y avait une dimension formidable, mais il fallait que je m'éduque. Donc, je préfère ne pas nécessairement me caser. Tu vois, on fait du film qui est... j'ai appris à l'école américaine, c'était mon école. C'est pas nécessairement la seule école, mais c'est l'école où j'ai appris. Donc j'ai appris la manière plutôt... Comme tous les films que je fais sont assez construits d'une manière très classique, avec une structure de 3 actes, avec un midpoint, tout ça. Donc je fais un film américain en langue arabe. J'ai fait un film en France qui s'est complètement planté en France, mais c'était très succès, beaucoup en Amérique, qui m'a permis de faire l'attentat, qui m'a permis de faire la suite. C'est un film qui s'est complètement planté en France, mais zéro. Ça s'appelle Il a dit ça. Personne n'a vu ce film. Si. Et c'était un film que j'avais écrit en Amérique. Je l'ai écrit en Amérique. Et je n'ai pas pu trouver le financement, donc je suis venu le faire en France. Donc c'est un film américain en français, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Tu vois, donc... On fait du cinéma. Maintenant, c'est en langue arabe. Le prochain va être en anglais, peut-être, ou en chinois, ou en coréen.
Je préfère ne pas me caser. Et justement, est-ce que justement vous pensez qu'il y a quand même au Moyen-Orient et au Proche-Orient, le cinéma peut parler de la réalité actuelle, sachant que ça s'applique à tous les pays. Le cinéma américain parle de leur vie, le cinéma français parle de leur vie, le cinéma iranien parle de leur vie. Le cinéma est une manière extraordinaire de s'exprimer, mais magnifique. C'est toujours un miroir de la société. D'ailleurs, les films de procès qui ont été très très forts dans les années 70 et 80, c'était une examination magnifique de la culture américaine. C'est pas grave. C'était Sidney Lumet et Oliver Stone et tout ça. Ils ont fait des films qui ne reflètent que leur société. Ils ont parlé du Vietnam, de la Deuxième Guerre mondiale, du système juridique, du système Wall Street. Le cinéma politique américain est formidable. Je suis parfois, à vous dire, un petit peu étonné qu'il n'y a pas de cinéma politique en France, alors que c'est un pays chargé de politique. C'est un pays chargé de tellement de choses, tellement riche. Tu sais combien de scandales il y a en France? Je te fais 10 films. C'est incroyable. Alors, tout simplement, on le lit en canard enchaîné et on passe. Alors que moi, je me dis, putain, qu'il y a des trucs. Je t'explique une histoire. Il y a quelques années, pendant François Hollande, j'ai lu un truc dans l'avion, dans l'Express. J'étais sidéré. Vous savez qu'il y avait un journaliste français qui a été kidnappé, un pays en Afrique. Non, c'est pas le Sénégal, un pays africain où c'est vraiment bordélique là. Où je pense que c'était les Boko Haram ou quelque chose, ils l'ont kidnappé. Il y a eu mais c'est magnifique cette histoire, magnifique. Il y a eu une tentative pendant Hollande d'aller rescue, comment on dit rescue, sauver le journaliste. Ils se sont entraînés, l'armée française s'est entraînée, images satellites, drones, mais incroyable pour elle, parce que finalement ils ont localisé où ce groupe terroriste avait emprisonné le Français. Et ils ont monté toute cette histoire, mais d'une manière méticuleuse, mais top-notch, ultra secret et très très sophistiqué. L'hélicoptère, ils atterrissent, c'est des paracommandos très très entraînés à l'américaine, et le mec, ils arrivent, et ils ont leur vision de lui, night goggles, vous savez les trucs que vous voyez là. Et par accident, un de ces terroristes, c'était à 2h, 3h le matin, dormait en dehors du mur, dehors. Et le soldat ne l'a pas vu. Il l'a cogné. Le mec s'est réveillé, il a tiré dans l'air, et ils étaient tués, et le journaliste a été tué. Et l'équipe française était obligée de se retirer, rentrer très déchue. Magnifique histoire. L'histoire d'une mission qui se termine très très mal. Imagine comment le mec qui a géré cette histoire, le soldat qui a géré cette histoire, tout ce qui est, se sont complètement plantés. Il y a un drame formidable, très touchant, qu'on n'a jamais vu. Personne ne l'a fait. J'ai lu cette chose, j'ai dit, un Américain, il aurait fait une histoire tout de suite. Donc j'ai pensé à un certain moment de la faire un peu comme Zero Dark 30. Pourquoi ils font de Zero Dark 30? Pourquoi ils font l'autre film de l'actrice, comment elle s'appelle? De Hurt Locker, comment il s'appelle? Des mineurs. C'est des histoires formidables. Avec tu mets ta ceinture. De sécurité, le ceinture de sauvetage en voyant ces films. La France a énormément d'histoires. Je te parle de l'extérieur, mais beaucoup, les magouilles, putain que non, vous êtes d'accord? Il y en a plein. Et ça se passe inaperçu, personne n'en parle. Moi, je trouve qu'il y a une richesse incroyable dans ce pays. Mais peut-être je voulais ajouter, par rapport au jeune homme, et peut-être préciser ta question. Moi, tel que j'ai compris, je pense que tu voulais demander à Ziad si l'émergence d'un cinéma réaliste au Moyen-Orient, c'était un petit peu ça. Est-ce que tu penses qu'il y a un cinéma... Je suis allé trop loin dans ma réponse. Non, c'est une très belle parenthèse, mais est-ce que tu penses qu'il y a un cinéma réaliste qui émerge à travers les exemples que le jeune homme a cités? Est-ce qu'il y a un cinéma réaliste qui émerge dans cette région du monde, ou c'est encore compliqué? C'est encore compliqué parce que regarde, la société arabe, elle est en turmoil, comment on dit turmoil, elle est en ébullition en ce moment. Et il y a beaucoup de censure, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de l'autocensure. L'art ne peut pas bourgeonner à l'intérieur de ces conditions. C'est très très difficile. Il faut une certaine... Les Iraniens, ils ont réussi à le faire. Ils sont tellement forts dans raconter leur histoire parce qu'ils ont une tradition qui date depuis très très longtemps dans le cinéma. Là, la dictature iranienne, elle a 40 ans. Mais il y a une tradition, une conscience collective magnifique de raconter une histoire.
Donc ce que tu vois maintenant, d'ailleurs les Iraniens sont un peu plus intelligents que les Arabes, parce qu'ils laissent de temps en temps leurs réalisateurs faire des trucs. Et ils font de très 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 beaux cinémas, les Iraniens, incroyables. Mais le monde arabe aujourd'hui, et je suis je pense que c'est très très dommage et très malheureux, qu'il y a beaucoup de potentiel, mais on a beaucoup, les amis, le monde arabe est plein de problèmes. On a failli succeed avec le printemps arabe. Il y avait de l'espoir, mais ça s'est complètement effondré. C'est des dictatures qui ont été remplacées par d'autres dictatures. C'est très très triste. C'est très triste. Je pense que tu m'avais posé s'il y a de l'espoir. Je ne veux pas entrer dans toute cette dilemme, ça devient trop intello, mais je te dis qu'on a encore un long chemin à faire. Je pense, cher ami, j'ai réussi à faire ce que j'ai parce que j'ai quitté, parce que j'habite en France maintenant, parce que j'ai habité 18 ans aux États-Unis. J'arrive à convaincre certaines personnes d'investir avec moi. Arte a produit mon premier film. Canal+ a fait le second. Canal+ et les Libanais et les Pas. J'arrive à faire des trucs parce que je me suis éloigné, mais pour les Libanais, ils galèrent beaucoup. C'est comme ça. Pourtant, il y a du potentiel, mais bon. Mais je pense que s'il y a quelqu'un entre vous qui étudie le cinéma ou... Pensez à vos histoires, il y a des super histoires, il y a des magnifiques histoires, vraiment, tout le temps. Hein? Il y a des super magouilles. C'est beau le cinéma adore les magouilles. Avec Baron Noir, mais les séries aussi aiment bien les magouilles. Regardez, ce qui m'a énormément plu dans cette série que j'ai eue, franchement, quand j'ai lu la première, les termes techniques, putain, il parlait des poètes et la 13e circonscription du Nord, tout ce charabia, je ne comprenais rien. Donc j'ai pris Eric Benzekri et Jean-Baptiste, je lui ai dit, s'il vous plaît, expliquez-moi. C'est trop compliqué. Et en fait, en m'expliquant de plus en plus c'est quoi le but de cette scène, qu'est-ce qu'ils essayent de dire dans cette scène, on a réussi à simplifier les choses parce qu'il y a eu un moment, c'était trop difficile. Même pour le spectateur, c'était très très pointu. Et on a réussi à le visualiser. J'étais en train de raconter à Guillaume une histoire très rigolote, parce que quand on m'a confié Baron, vous voulez l'entendre ou bien oui. Quand on m'a confié Baron Noir, j'avais terminé l'attentat et j'étais sur le point de partir à Beyrouth. J'avais fait ma valise et 2 semaines avant que je parte, je reçois un coup de téléphone d'un mec. Sur Facebook, il m'a écrit, et moi je ne regarde pas Facebook. Donc une amie à moi, elle m'a dit, écoute, il y a quelqu'un qui a appelé notre bureau chez 3B Productions en demandant de le rencontrer. Bon, tu rencontres. Et je rencontre ce mec, il me donne le scénario, il me dit, on est intéressé de te faire lire ce scénario. J'ai dit, ok, c'est gentil. C'est gentil. Je prends le scénario, je le lis, et j'étais époustouflé par le côté humain. Mais la politique, c'était très difficile parce que, je ne connaissais pas du tout la politique française, mais du tout. C'est-à-dire, c'est un monde, comme si je vous parle de la politique d'Islande ou de Nicaragua, c'est trop loin. Et donc, je suis revenu, j'ai dit, écoutez, ça m'intéresse, il y a quelque chose de fort, mais il va falloir simplifier des choses. Ok, il va falloir faire cette scène de cette manière. Ok. Donc, petit à petit, ça commençait à devenir concret, pas petit à petit, très vite d'ailleurs. Et pendant cette discussion de préparation, on m'avait quasiment offert le projet. C'était en 2 semaines, je l'ai eu. Il y avait une exposition au Pompidou. Je monte, ça m'a fait chier cette exposition à mort. Je suis sorti dehors pour fumer une cigarette, je te racontais aujourd'hui. J'étais sur le balcon, je vous jure, c'est moi qui ne connais pas Paris quand même, hein, c'était nouveau pour moi. Enfin, je la connaissais, mais très peu. Et je regarde vers la cigarette, et de loin, je vois des bâtiments très modernes. What the fuck, j'ai jamais vu un truc ça. Hein? Moi, je sais ratatouille, mais je ne sais pas ça. Donc, ce qui se passe, je reviens chez moi à la maison, et j'avais pris une photo, je savais comment me diriger, et j'ai pris sur Google Maps, et j'ai calculé plus ou moins c'est où cette région, et sur Google Maps, j'ai appris que ça s'appelait la Défense. Je me souviens que quand je prenais le métro 1, il y a Nation, Défense. On a toujours vu la Défense, mais j'ai jamais mis les pieds à la Défense, personne ne vient à la Défense. Et là, j'ai eu l'idée, j'ai dit au producteur, Baron Noir, on va le faire à la Défense. Quoi? Non. J'ai dit si. Non, ça se fait pas. J'ai dit pourquoi pas? Il dit mais la Défense c'est pas Paris. J'ai dit c'est ma Paris. Mais non, on va pas faire la baguette et le képi et le gendarme sur la bicyclette, ça m'intéresse pas. J'ai eu 6 semaines de négociations avec Canal+ et avec les producteurs pour que finalement ils acceptent de faire quelques scènes à la Défense. Je voulais faire l'Élysée à la Défense et ils ont dit là non. J'étais sidéré par cette architecture que moi j'ai grandi avec à Los Angeles et à New York. C'était très beau, ces structures géométriques.
Je prenais le métro juste pour me balader et prendre des angles. Et finalement, comme vous savez, le début de l'épisode 1 de Baron Noir, elle ouvre sur la Défense. On a fait beaucoup de scènes là-bas. Donc c'est juste pour vous dire que le cinéma, il sort des frontières. C'est une vision de ce que tu as. Tu vois ce que je veux dire? Et c'était un risque et on était très, très emballés. Et la saison 2, très, très, très belle. Vraiment, on l'a vu avant-hier. Je la parle enthousiasmement parce qu'on s'est tellement investi dans ce film. Vraiment. C'était la plus belle expérience. En plus, quand on m'a dit, on pense utiliser ces 3-4 acteurs pour le rôle. Je connaissais aucun d'eux. Il m'a dit Kadmerad. J'ai dit c'est qui Kadmerad? Ils ont dit il a joué dans un film qui s'appelle Bienvenue chez les Ch'tis. J'avais jamais vu. Niz Arstrop. J'ai dit c'est qui Niz Arstrop? Il a joué dans tel. C'est des acteurs très connus. Et quand je les ai rencontrés, j'avais aucun avis sur eux. Je savais pas ce qu'ils faisaient. Je louais des DVD. La production m'a loué des DVD pour que je m'informe de ce que ces gens font avant que je les rencontre. C'était pas poli d'aller les rencontrer et dire je ne sais rien de toi. Donc j'avais vu Prophète, j'avais vu beaucoup de films, j'avais vu aussi de Cannes, et il était plutôt dans la comédie, je pense. C'est ce qu'il a fait beaucoup plus que le drame. Mais moi, je n'ai pas dans ma conscience que c'est un acteur comédien. Pour moi, c'est who cares. Donc on a passé quelques tests et j'ai tellement aimé travailler avec lui parce que c'est vraiment un acteur que moi j'aime beaucoup parce qu'il est au fait très très nuancé, il est magnifique. Telle belle expérience avec ces gens, Anna et Niels, et c'était très très beau. Ils ont déjà commandé la 3e en fait, parce que très très belle expérience. Elle était trop politique. Même hier, on a fait une avant-première, j'ai revu on a projeté la saison 1 et 2, et il y a au moins 20% des scènes que je ne comprenais pas du tout de quoi il parlait. Du tout. C'est très très complexe, c'est magnifique. Mais là, on le voit, on voit pourquoi les partis politiques se sont effondrés. Putain, Eric Benzekri, c'était un militant du Parti Socialiste. Il a écrit des textes pour Mélenchon. Il a écrit les discours de, comment ça s'appelle, Ségolène Royal. Donc, il s'y connaît de l'intérieur tellement bien. C'était magnifique ce qu'ils ont fait. Très belle série politique, mais une vraie série politique. C'est super. Les amis, je suis très content de vous parler. On peut parler encore des heures, mais je vous remercie beaucoup d'être venus. C'est nous qui te remercions, Ziad. Merci beaucoup.